Moi, je suis Jean-Luc Fessard, je fais partie des JNE et je suis là pour modérer ce débat. J'essaierai d'intervenir le moins possible sur le fond et le plus possible sur la forme, sachant que nous avons prévu un débat en 3 parties. Une première partie, j'ai demandé à chacun des intervenants de se présenter et de nous dire un peu en quoi, lui, il réalise des actions pour sensibiliser le public au sort de la faune sauvage. Ça prendra à chacun 5 minutes, ce qui fera le premier tiers de ce débat. Puis, on les laissera échanger encore pendant 25 minutes. Et enfin, il restera 25 minutes pour répondre à vos questions. Est-ce que ça vous convient comme façon de fonctionner? On n'a pas le choix. Eux, ils n'ont pas le choix, mais vous pouvez dire non. Bon, très bien. Alors, je vous propose de rentrer dans le débat sans plus tarder. Alors, tout à l'heure, le maire Jacques Bouteau a dit que nous étions à l'époque de la 6e grande extinction. C'est parfaitement exact. Il aurait pu rajouter que la précédente, c'était les dinosaures. 65 millions d'années. Voilà, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont crevé de faim. Celle-ci, c'était pour des raisons de météorites ou de volcans, on ne sait pas encore très bien. Celle-ci, la 6e extinction, c'est l'humanité. Et on aurait pu intituler ce débat « Comment sensibiliser le public au sort de l'humanité » et pas de la faune sauvage. Parce que, personnellement, j'ai tendance à considérer que derrière ces débats qu'on va voir aujourd'hui, autour de la faune sauvage, autour de l'élevage, c'est le sort de l'humanité qui se joue. Alors, je dis ça parce que effectivement, on maltraite les animaux, mais en faisant cela, je considère que ça a des conséquences sur l'homme, sur l'humanité, sur ce que nous sommes. Et pas simplement au niveau éthique, au niveau concret, sur sa capacité et sa probabilité de pouvoir s'alimenter. Alors, l'alimentation, ça sera l'objet du débat suivant, puisqu'il y aura l'élevage. Là, on va parler tout de suite du sauvage, de notre rapport au sauvage. Et ce que je vous propose, c'est que, dans l'ordre où ils sont là, Alain Bougrain-Dubourg va commencer à parler, et puis on va suivre de cet ordre-là pour qu'ils se présentent et qu'ils nous disent, eux, quel est leur rôle. Alors, l'objet du débat, c'est vraiment comment est-ce qu'on sensibilise le grand public, parce que on sait tous qu'on est dans la 6e grande extinction. Mais étonnamment, les politiques ne réagissent pas, les économistes ne réagissent pas, les entrepreneurs... C'est très étonnant de voir le décalage qu'il y a entre le niveau de conscience qu'on a des phénomènes qui sont en train de se passer et les actions qui sont menées. Alors, à partir de là, nous sommes journalistes spécialisés dans l'environnement, peut-être des problèmes sur la façon dont on communique, parce que c'est une anomalie totale qui est ce décalage. Donc peut-être qu'on va trouver au cours de ce débat des idées, des façons de faire qui vont faire que le public sera effectivement touché, le grand public sera touché. Alain, c'est à toi. Je voudrais rebondir pour commencer sur ce que tu viens de dire à propos de l'humanité, de façon très courte. J'ai la conviction intime que le détachement, voire le mépris qu'on porte à la biodiversité, aux vivants qui nous entourent, s'apparente à un crime contre l'humanité, tellement il est vrai que nous dépendons de ce vivant, tout simplement. On ferme la parenthèse, mais il faut l'avoir à l'esprit, particulièrement face aux questions climatiques qui, par bonheur, ont réveillé les consciences, mais on voit bien que le tissu du vivant reste un peu en marge par rapport au reste. Alors, maintenant, pour répondre à cette question complexe, comment sensibiliser le grand public à la préservation, au respect de l'animal sauvage? Eh bien, m'est venue en mémoire une situation que j'ai vécue. J'étais à Taïwan et là, j'ai été contacté par des trafiquants qui m'ont dit, je faisais un reportage pour Animalia, on est 3 trafiquants, on va mettre les moyens pour tuer un tigre. Si vous êtes le 4e, il nous manque un partenaire, eh bien, on vous autorise à filmer la mise à mort du tigre, son dépeçage, l'usage des eaux, etc. Et cette question, je la pose souvent dans des écoles de journalisme. Et je leur dis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, aujourd'hui encore, plus de 20 ans après, je me demande si j'ai bien fait. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait. Si j'avais participé à l'abattage, au massacre du tigre, ça se serait su. J'ai en fait refusé pour ne pas être complice. Je ne suis pas sûr d'avoir eu raison. Et aujourd'hui encore, je me pose la question, si j'avais ramené des images bouleversantes, est-ce que j'aurais pas accéléré la prise de conscience nécessaire à l'égard du vivant?
Est-ce que les animaux sévis en douane ne seraient pas davantage pris en compte aujourd'hui qu'ils ne le sont, etc. Alors ça nous amène tout simplement à dire, au fond, comment sensibiliser les gens par la conscience, donc l'information, mais surtout par le choc des images présentes. Et on voit bien que pour les animaux domestiques, et notamment d'élevage, ce sont les images d'Aide 214 à qui je rends hommage, qui ont permis de secouer les consciences. Il y a un moment où on ne peut plus mettre la misère sous le tapis. Or, pour la faune sauvage, c'est beaucoup plus compliqué. Je voudrais juste placer quand même la dimension de la faune sauvage par rapport aux animaux domestiques. Il y a le professeur Blondel du CNRS qui a fait un beau... Les chercheurs font parfois un travail étonnant. Il a essayé d'imaginer combien pesaient les mammifères sur cette planète. Et il arrive à 1261 millions de tonnes. Dans ces 1261 millions de tonnes, il y a 67% du bétail, 30% de l'homme. Vous faites le compte, ça fait 97%, il reste 3% pour la baleine, pour l'écureuil, pour la musaraigne, pour le rhinocéros, que sais-je encore. Ça campe quand même le décor. Alors il y a une autre chose qui me paraît essentielle, c'est cette habitude que nous avons de considérer l'animal sauvage à travers la notion d'espèce, de quota, de population, de globalité. Je crois qu'il faut vraiment qu'on réalise que derrière cette globalité, il y a une succession d'individus. Moi, j'en ai pris particulièrement conscience lors de l'Erika, en 1999. 150 000 guillemots de Troie ont été touchés et quelques autres. Je peux vous assurer, quand on était sur les plages et qu'on ramassait les oiseaux, c'était à chaque fois un individu agonisant. C'était plus les ritas, les tonnes et les tonnes de pétrole, c'était des animaux qui allaient mourir. On n'a pas su les sauver, on en a sauvé très très peu. Et puis, vous avez parlé des scientifiques également qui nous éclairent. Une minute, d'accord. Qui nous éclairent. Je crois que ça peut être intéressant. Il y a à Moulis, le CNRS à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse, qui a initié un travail admirable sur l'impact du réchauffement climatique sur la petite faune française. Donc ils ont créé des volières de 80 mètres carrés à peu près, c'est pas du grillage, hein, c'est du tissu, relié par des corridors et à l'intérieur desquels ils ont mis des batraciens, des papillons, des insectes, des reptiles, que sais-je encore, et ils arrivaient à maintenir les températures qu'ils souhaitaient dans l'une ou l'autre des volières. Et ils ont mis notamment des lézards vivipares. Il s'est passé une chose tout à fait étonnante, c'est que les lézards vivipares ont échangé entre eux face à la stratégie à adopter. Alors chez les lézards, ça n'est pas comme ici, on ne se passe pas. Tu le sais, on fait des échanges olfactifs, mais certains des lézards ont choisi d'aller vers la fraîcheur et d'autres ont accepté les 2 degrés. Alors je disais aux scientifiques, mais sauf erreur, face à un événement, avoir un échange et choisir une stratégie éventuellement différenciée, ça s'appelle la culture. Alors ils m'ont dit, attends, on ne peut pas dire que les lézards vivipares sont cultivés. Mais enfin, c'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Alors ce qu'il y a d'intéressant très rapidement, c'est que ceux qui ont accepté les 2 degrés ont été en suractivité. Alors je me disais, c'est plutôt bien, ils ont eu des petits plus tôt, la maturité sexuelle est à 2 ans, elle est passée à 1 an. Ouais, sauf que cette suractivité les a conduits à se fatiguer davantage et la mortalité n'est pas compensée par la natalité. Dès lors, les lézards vivipares sont clairement voués à disparaître à 2 degrés près. On pourrait parler des tortues. Hein, si c'est plus chaud, c'est une femelle. Si c'est plus frais, c'est un mâle. Or, avec les règlements, il risque d'y avoir que des femelles, etc. Je voudrais également parler du tigre d'une autre manière. J'ai eu la chance de les filmer dans la nature. Et je sais qu'un tigre, il a besoin de 50 km² pour vivre, même s'il a de quoi manger, pour marquer son territoire. Il a besoin d'être seul, le tigre. Quand on le renferme dans une voiture-cage de 9 mètres carrés de sûr,
c'est tout simplement indécent, inacceptable, surtout quand il est en promiscuité avec des lions et d'autres tigres. La question ne se pose plus. Et j'ai dépassé la minute. Oui, mais tu es en train de faire la transition avec Julie, donc c'est parfait. Elle est faite, la transition? Oui, elle est parfaite. Merci beaucoup, Alain. Bon, de toute façon, voilà. J'aurai un échange entre les différents participants après, puis vous pourrez poser des questions. Julie, c'est à vous. Alors, vous êtes présentée comme une éthologue de terrain spécialisée dans les animaux sauvages et en même temps consultante en communication, donc sur comment faire toucher au grand public la cause du sauvage. Je pense que ça fait partie de votre domaine, mais vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est qu'une éthologue de terrain? Alors, une éthologue de terrain, ça fait partie du domaine de la recherche qui est plutôt mal perçu, comme je vous l'ai expliqué quand j'ai fait ma thèse, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle de la research action, c'est-à-dire qu'on n'est pas des grattes de papier dans des bureaux, non pas que j'ai quoi que ce soit contre eux, à faire des études sur des animaux en laboratoire avec en général de l'invasivité sur des dissections et autres, c'est-à-dire que nous sommes sur le terrain 365 jours par an. Moi, c'est pas mon cas, mais je le suis très souvent. Et donc, nous travaillons concrètement. La plupart de ces gens-là n'ont pas le temps de publier parce qu'ils sont dans le dur et ils ont une réelle connaissance du terrain. Et souvent, il y a des scientifiques de grandes ONG qui viennent passer 15 jours par an, piller leur savoir et croire qu'ils ont tout compris et font après des papiers là-dessus. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à lire, en tant que scientifique, des grosses aberrations. Donc voilà, donc les gens avec lesquels je travaille par exemple, je travaille au Brésil sur le tapir, sur les loutres, et je suis plus spécialisée sur les fauves. Et donc voilà, quand on m'a proposé de faire ma thèse en l'occurrence sur les loutres néotropicales, je leur ai demandé pourquoi, puisque j'étais plutôt spécialisée sur les guépards. On m'a dit mais justement cette espèce de loutre néotropicale est mal connue et il semblerait qu'elle ait beaucoup de convergence avec le guépard et donc ça pourrait nous intéresser. Voilà, donc j'ai passé plusieurs mois dans la jungle, ce qui ne m'a pas fait rester toute seule, en me disant qu'on reviendra le lendemain. Donc j'avais un Tokiwoki qui ne fonctionnait pas et il fallait que je l'étudie nuit, jour et crépuscule, ne sachant pas si cette espèce était diurne, nocturne, crépusculaire, de façon à établir ce qu'on appelle son éthogramme. Donc voilà, donc je travaille sur le terrain et mon activité... donc je suis éthologue et communication, c'est-à-dire je suis pluridiplômée, je suis diplômée d'une école de commerce, je suis diplômée également d'une école de publicité, donc je travaille pendant plusieurs années dans la communication, mais j'ai travaillé depuis plus de 15 ans sur le terrain, depuis 2001, où j'allais faire du bénévolat de compétences pour différentes ONG, ce qui est très courant dans les pays anglo-saxons, et ce qui m'a permis de valider mes acquis en faisant un master en éthologie. Voilà. D'accord. Et alors la transition avec ce qu'a dit Alain tout à l'heure, c'est que vous avez observé un certain nombre de choses. Là, vous avez listé un certain nombre de comportements anormaux des animaux sauvages que l'on enferme, pour les besoins des cirques, des zoos et des autres parcs. Donc, vous pouvez nous en dire deux mots, voilà. Voilà, avec l'association Code Animal, j'ai co-rédigé un livre-rapport qui se veut être, où j'ai rassemblé l'ensemble de toutes les publications scientifiques, mais également de toutes les études, puisque je suis indépendante, de toutes les ONG qui ont été faites. Et il y a des études qui ont été faites pendant plus de 10 ans par Born Free ou par d'autres, l'IAE, etc., ou par les sociétés suisses de protection animale, et qui ont vraiment suivi les choses. Et j'ai lu les papiers des vrais spécialistes. Et l'intérêt d'être sur le terrain, c'est de connaître les vrais spécialistes qui connaissent les éléphants, de façon à écarter toute critique habituelle qu'on peut rencontrer de la part des circassiens. Vous ne connaissez pas, vous êtes des vétérinaires chien-chat, vous ne connaissez que dalle aux animaux sauvages, ou qu'est-ce que vous connaissez au comportement et tout. Donc mon expérience en étant régulièrement dans les jungles ou dans les savanes est d'effectivement pouvoir connaître et pouvoir prendre du recul par rapport à ces papiers-là, mais a pu me permettre de contacter différents spécialistes par rapport au comportement et pouvoir aujourd'hui qualifier effectivement, j'en ai parlé avec Nicolas Hulot, aujourd'hui les numéros qui sont dans les cirques sont des numéros qui sont qualifiables d'actes de cruauté, tant aux sciences scientifiques qu'aux sciences politiques, c'est-à-dire qu'ils sont contre nature, ils vont à l'encontre de la biologie de l'animal, tant de son physique, tant de ses besoins fondamentaux que comportementaux. La plupart des animaux sont grégaires, les éléphants, vous les trouvez très souvent seuls. Pour leur apprendre les numéros que vous ne voyez là, il faut démystifier, ça fait partie des axes, je pense qu'il faudrait développer, c'est démystifier ce qui est raconté. Arrêter de faire croire à la relation d'amour et que uniquement à travers des friandises, on peut obtenir ce genre de numéros, sinon on verrait les dresseurs entrer dans la cage juste avec
quelques morceaux de viande. Moi, j'en connais qu'un seul qui fait ça, c'est Kevin Richardson, et il ne fera jamais faire un numéro avec ses animaux. Voilà, c'est un exemple. Et là, on a quelques exemples de choses que vous avez vues de maltraitance pour les donc là, éléphants. par exemple, vous voyez les éléphantaux. Comment est-ce qu'on apprend aux éléphantaux à se coucher par terre ou à faire des postures d'élongation? Eh bien, c'est un testament posthume par un des grands dresseurs de cirque qui s'appelle Haddock Hewitt et qui l'a confié à PETA avec toutes ses photos de travail. Donc ce ne sont pas des photos prises dans le dos, ce sont ses photos de travail où il explique que les éléphantaux sont ligotés au sol pendant 3 semaines d'affilée, 23 heures par jour. Voilà comment on obtient ça. Pour obtenir qu'un éléphant se lève sur ses pattes arrière, ils ont différentes techniques. Donc c'est du rodéo, c'est la photo que vous voyez ici. Ils s'y mettent jusqu'à une dizaine. La dernière photo là, avec les éléphants, ils s'y mettent à une dizaine pour lui soulever les pattes. Et quand ils sont plus grands, ils leur plantent une lame dans les pattes avant, de façon à ce que s'ils abaissent les antérieurs, la lame se plante dans leurs pattes avant. Voilà comment, parmi ce que je fais, j'infiltre également des réseaux de trafiquants, puisque ce que j'ai mis en avant, c'est les liens entre les réseaux de trafiquants, le marché noir, le marché d'os de tigre, d'os de lion, de la viande de brousse, qui est tout à fait en lien avec l'industrie du divertissement, que ce soit le cinéma, la publicité, les cirques, ou même des zoos qui ont été condamnés, comme le zoo du Bouy, et avec Tropicanium, etc. Voilà, donc par exemple, là je mets... Là, vous avez là le poids d'un éléphant. Le poids d'un éléphant n'est pas fait, bien qu'il soit très grand, sa musculature n'est pas proportionnelle à sa taille. Il a une musculature assez faible et qui n'est pas destinée à supporter son poids. Donc quand les pattes arrière sont faites pour supporter à peu près 40% du poids. Quand vous le mettez sur les pattes arrière, il supporte donc le corps et la tête en plus, ce qui aboutit, les éléphants, les déformations que vous voyez là au niveau des pattes, à des problèmes articulaires. Tous les éléphants de cirque sont atteints à 80% de problèmes articulaires, de problèmes au niveau d'arthrite, problèmes cardiaques, etc. Les problèmes au niveau des pieds des éléphants sont la résultante est de 50% d'euthanasie de ces animaux-là. Un éléphant dans la nature vit 60 ans, dans les cirques et en captivité en moyenne 30 ans. Un tigre, un fauve vit dans la nature 16 ans. En captivité, il est censé pouvoir vivre 26-30 ans. Vous n'en verrez jamais plus dans les cirques qui soient au-delà de 10 ans en général. Parce qu'à partir de 8 ans, le fauve devient trop playful, c'est-à-dire qu'il va commencer à être trop dangereux pour son dompteur. La question, c'est où passe-t-il? Donc voilà ce qu'on a mis dans le rapport de Code Animal. On a mis toute cette opacité et effectivement, ils finissent dans les réseaux Donc ça, c'est un rapport que vous diffusez C'est un rapport que nous venons de publier avec l'association Code Animal. Vous pouvez trouver ça sur le site de Code Animal. C'est derrière les paillettes, le stress. Et là, nous allons mener une grande action pour obliger le gouvernement à être un peu plus vertueux. Voilà. L'obliger à agir. Merci beaucoup. Super. Alors, j'avais un peu l'impression que les gens étaient placés dans le désordre, mais ça, on est dans la continuité parce que maintenant... si je peux juste me permettre, pour faire un lien avec ce qu'avait dit Alain, au niveau de ce qui est important et dans les pistes, je pense qu'il serait important à développer aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une vision globale et non pas une vision parcellaire de spécialistes académiques. Parce que ça, c'est ça qui nous met dedans. Et le fait de rapprocher les gens de ce qui se passe à l'autre bout du monde, la faune sauvage, ils n'en voient souvent pas l'intérêt. Aller à ces spectacles, acheter un pendentif avec une griffe de tigre, une griffe de lion, c'est contribuer au trafic. C'est expliquer, démystifier ce qui se passe derrière les spectacles, derrière tout ça. Et le lien, on parlait du réchauffement climatique. Là, je reviens, justement, le réchauffement climatique fait que des tas de maladies ressortent des sols. J'étais en Afrique du Sud, où notamment le SRAS et des tas d'autres maladies, la tuberculose bovine, tout explose, ce qui provoque une épidémie énorme au niveau, jusqu'à 40%, 50% des parcs nationaux sont décimés par tout ça. Donc voilà ce qui nous attend également aussi avec le réchauffement climatique et le lien faune sauvage, réchauffement climatique et nous-mêmes. Merci Julie. Alors, vous avez continué le lien parce que maintenant c'est un vétérinaire qui va parler, donc c'est Manuel Mersch, qui lui représente une association qui s'appelle VETIC. Alors il va nous dire en 2 mots ce que c'est VETIC et puis après il nous expliquera justement comment lui voit les choses et en particulier ce qu'il voulait aborder c'était le problème de l'état sanitaire de la faune sauvage. Donc c'est parfait. Bonjour, je ne sais pas si... non, vous m'entendez bien? Oui. Donc bonjour, effectivement, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je me présente en 5 minutes promis, Manuel Mersch. Donc je suis vétérinaire et président de l'association VETIC. VETIC qui est une association en fait vétérinaire créée il y a 1 an et demi qui a pour but de promulguer le fait que les vétérinaires sont non seulement convaincus que la vocation est bien sûr de soigner, mais aussi on a le devoir de protéger.
Alors pour ce faire, je vais prendre un petit peu mon expérience personnelle parce qu'en fait, j'ai été amené à me passionner très tôt pour le monde animal. À la maison, le sujet de discussion de mes parents était bien souvent en relation avec les animaux ou l'environnement. J'ai jamais entendu parler de politique ou d'économie, ou choses comme ça. Il y a 50 ans, ça ne se faisait pas. On parlait beaucoup animaux et on voyait beaucoup quand même de choses en rapport avec les animaux à la télé. Pas forcément bien, Flipper et autres, mais quelque part qui nous sensibilisaient. Sur le terrain, j'ai été amené à être jeune témoin des catastrophes écologiques. Alors, moi, c'était en fait le naufrage de la Moco Cadiz en 78 qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai été amené à être présent. J'étais pas né. Et d'ailleurs, autre chose où là tu as été aussi présent, tu étais né parce que je me souviens t'avoir vu, c'était un trafic d'animaux sauvages avec un nom qui me reste encore, qui me glace encore, c'est bien sûr Tropicanime. Voilà. D'accord ? Voilà, donc ça c'était deux choses qui, moi très jeune, m'ont sensibilisé, m'ont choqué concernant en fait l'approche du monde animal. Ensuite, eh bien, j'ai suivi des études vétérinaires qui ont permis de transformer ma passion en vocation et j'ai choisi comme thèse de doctorat la réintroduction des lynx dans les Vosges qui était en fait réalisée à la fin des années 80. Donc j'ai été amené à être sur le terrain au moment des derniers lâchers, ce qui m'a montré une vision de la chose d'un point de vue politique, et puis surtout j'ai été aussi amené à suivre d'un point de vue scientifique toutes les évolutions, parce qu'en fait vivre cette expérience, je parle d'expérience de l'intérieur, m'a appris sur ce félin que l'on connaissait très mal les choses et que les affirmations de certains, voire de la plupart, reposaient souvent sur de l'ignorance et sur des préjugés. Et pour ce faire, je voudrais simplement vous citer le dernier paragraphe de ma thèse, pas toute ma thèse, mais le dernier paragraphe de ma thèse, Merci. où je conclurai par ces dernières choses. En conséquence, si la réintroduction du lynx en France et dans quelques pays d'Europe aura permis à des équipes scientifiques de collecter des informations inédites sur la biologie de ce superbe animal, elle aura aussi permis de réveiller l'éternel refus psychologique de l'homme face à la prédation sur gibier sauvage et cheptel domestique. De plus, on peut se demander si la réintroduction d'espèces sauvages, ou même la survie pour l'ours et la loutre, est encore possible actuellement compte tenu des exigences pastorales et de la régression du milieu naturel, sans même parler de la mentalité de nos co-citoyens. Depuis 25 ans, vous êtes d'accord avec moi, la situation s'est aggravée. Ensuite, j'ai été voir si c'était mieux ailleurs, donc je suis parti en Afrique. J'ai assisté en 1992 à la capture des perroquets gris du Gabon, qui alimentaient un trafic international. Et en même temps, j'ai assisté à une déforestation tout aussi illégale, la déforestation massive au Cameroun. Je suis revenu, et depuis j'exerce en libéral, et pour briser la routine de mon quotidien, je suis également, depuis de nombreuses années, vétérinaire sapeur-pompier. Et dans ce cadre, j'ai passé un diplôme de médecine vétérinaire de catastrophe et d'environnement. Mon parcours, donc, tout ceci pour vous dire que mon parcours m'a permis en fait d'identifier certaines affinités du vétérinaire pour la préservation de la faune sauvage. Et donc j'en arrive au thème. Tout d'abord, bien sûr, le vétérinaire a des devoirs fondamentaux envers tout animal. C'est normal. Conformément au code de déontologie de notre profession, on a obligation de soins d'urgence à un animal. Nous sommes donc amenés à exercer médecine et chirurgie sur un animal sauvage selon notre degré de compétence. Deuxièmement, et pour moi c'est important, le vétérinaire est aussi sentinelle de l'état de santé de la faune sauvage en exerçant non pas une surveillance sanitaire qui reposerait uniquement sur les maladies, mais bien une bio-surveillance de la faune sauvage en s'intéressant aux facteurs de risque et à la santé des écosystèmes. Pareil, un animal ne vit pas sans rien, il vit en fait dans un milieu naturel, il faut s'intéresser à ce milieu naturel. De plus, les populations animales sauvages peuvent être soit vecteurs, soit réservoirs d'agents pathogènes, partagés avec l'homme ou avec les animaux domestiques. On vit tous sur la même planète. Également, les populations d'animaux sauvages peuvent être révélateurs de problèmes de santé qui résultent des pollutions ou des changements environnementaux naturels ou humains. Et là, je pense à l'exemple du PCB, dont on se souvient tous, qui est un constituant important dans les condensateurs et dans les transformateurs, et dont Monsanto n'était pas étranger. Je referme la parenthèse déjà à l'époque. Concernant la gestion des populations naturelles ou accidentelles, les vétérinaires sapeurs-pompiers sont là en première ligne. Enfin, le vétérinaire a un rôle de communication et d'information auprès des publics. Ce rôle-là est tout aussi important pour expliquer la biologie des espèces animales, leurs impératifs et leur habitat naturel. En outre, on peut être amené aussi à expliquer la réglementation sur la faune sauvage. Et cette troisième mission peut aussi s'adresser, et j'ai essayé de le faire plusieurs fois, à des publics plus ciblés comme par exemple les parlementaires,
Et j'avoue qu'ils ne sont pas toujours les plus faciles à sensibiliser. Si nos connaissances, voilà, maintenant une idée que j'ai, qui personnellement m'est chère, si nos connaissances scientifiques ont progressé et si les moyens de communication sont développés ces dernières années, force est de reconnaître un changement sociétal inexorable aux dépens de la faune et de la flore. Que faire alors? Changer de planète? Non, bien sûr. Mais en complément des outils pédagogiques mis à disposition par les associations de protection et par les organismes d'État, il faut revenir vers le jeune public grâce à une refonte de la pédagogie tournée vers le vivant. Au nom d'un prétendu principe de précaution que j'entends tous les jours, les risques d'allergie, les risques de zoonose, il n'y a quasiment plus possibilité d'avoir un animal de compagnie en classe. Or, leur présence est source de calme et de concentration, tout le monde est d'accord. Au contraire d'une tablette numérique à l'école ou d'une console de jeu, nécessitant des métaux rares et, de plus, devenant rapidement des déchets bien gênants. Désir agir pour la préservation de la faune et de la flore dans nos écoles nécessite donc de réadapter notre système scolaire actuel trop tourné vers le dématérialisé, au détriment du vivant, délaissé progressivement depuis des dizaines d'années. Et pour moi, personnellement, revenons aux classes vertes, revenons aux sorties scolaires en forêt, et en se plongeant dans le livre de la nature, des vocations précoces pourront alors naître en faveur de nos amis les animaux. Pour conclure, je vois qu'il me reste 10 secondes, je tiens à revenir sur le code de déontologie vétérinaire qui mentionne les devoirs des vétérinaires envers les animaux. Car avoir des devoirs envers un animal, n'est-ce pas déjà reconnaître leurs droits ? Voilà, et donc, mais il est présent dans les médias. Lui, il a choisi de nous dire comment on peut adapter le grand public une communication grand public pour être garant du lien homme-animal. Hein, c'est ça l'idée ? Oui, absolument. Tu te présentes un peu plus et puis tu rentres là-dedans. Voilà. Je suis un peu comme Alain, j'ai une double casquette, une de militant naturaliste, et militant c'est pas un mot dont j'ai peur, je trouve que les militants c'est des gens qui donnent de leur temps, avec ils sont de service public, oui, en tant que porte-parole de l'ASPAS, donc l'association pour la protection des animaux sauvages, et en même temps journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est tenu d'être objectif, froid et distant de son sujet, ce qui est totalement incompatible. C'est un grand débat chez les JNE, est-ce qu'un journaliste peut être objectif ? Je n'y crois pas du tout. Et même les journalistes politiques votent et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'idée. L'important c'est de donner des informations qui soient vérifiées, vérifiables et d'être honnête. Voilà. Donc si je fais un sujet sur la chasse, ça ne sera pas pour la chasse, mais tout sera vérifié. D'accord, avec l'ASPAS, on a fait un bouquin qui s'appelle « Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus ». Et j'ai fait très peu de promos parce que ça fait très peur aux journalistes. J'en ai fait quand même une à Canal+, et les journalistes ont fait des menaces de désabonnement parce qu'ils ont aussi la chaîne Season, je crois qu'il y a du même groupe ou un truc comme ça. Des menaces de procès pour diffamation et tout ça. On n'a jamais rien eu parce que tout ce qu'on a dit était exact. Donc c'est ça qui est le principal, c'est d'être honnête. Et de ne pas déborder de la réalité, ce qui est des fois difficile quand on est militant. Donc c'est un bon mélange d'être les deux en même temps. Donc donc voilà les deux casquettes, militant et journaliste. Donc nous, en tant que journaliste, on a une mission d'information et le dilemme que posait Alain tout à l'heure, avec le tigre, je me demande si, à l'époque j'aurais fait comme lui, ça c'est sûr, je me demande si aujourd'hui il ne faut pas justement montrer d'image, et ça c'est L214 qui nous l'a montré, parce que l'important c'est pas notre sensibilité à nous, c'est l'efficacité. Et L214 l'a montré, il faut avoir du courage pour aller affronter quelque chose qu'on déteste, qui est très très violent. Il faut avoir du courage. Et notre problème, c'est Mathieu Ricard qui m'a dit ça un jour, il m'a dit mais il ne faut pas se laisser avoir par la souffrance empathique. On est tous empathiques, particulièrement ceux qui sont sensibles aussi aux animaux. Et il me disait mais un médecin de guerre, s'il était dans la souffrance empathique, il ne pourrait pas bosser. Et nous, ou les activistes, c'est exactement pareil. Donc l'image est très très importante aujourd'hui, c'est vraiment un gros média d'information. Et je pense aussi à L214 auquel on va tous rendre hommage les uns derrière les autres parce que vraiment ils ont fait un super boulot. Ils sont venus à une époque où il y avait des réseaux sociaux, ça c'est très important parce que avant, quand on dénonçait par exemple la chasse à courre, les pièges, etc., la télé nous censurait les choses en dehors d'Alain qui s'était immiscé comme un cheval de Troie. Il y avait très très peu d'ouverture pour montrer des images qu'on disait anxiogènes, comme si la télé n'était pas anxiogène chaque jour. Donc ce sont des citoyens qui ont pris les choses en main, qui ont fait les images eux-mêmes pour dénoncer des choses. On disait c'est trop négatif, ça va faire fuir tout le monde, mais en fait ça a touché tout le monde. Et nous aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, on est tous des journalistes et on a tous ce pouvoir de faire réagir. Donc
Voilà, c'est très bien qu'il y ait des réseaux sociaux et qu'il n'y ait pas cette espèce de monopole de certains dirigeants de gros médias qui jugent à la place du public. À ce propos, dans le public, il y a très très peu de gens comme nous qui parlons des animaux sauvages dans les médias. La plupart sont des vétos, donc ils parlent des chats, des chiens et de ce qui concerne les gens, mais les animaux sauvages, il y a vraiment un problème avec ça. D'ailleurs, on me demande toujours si je suis veto, c'est pas du tout contre toi évidemment, mais ça m'agace. Les animaux ne sont pas toujours malades. On peut aussi en parler d'autrement que pour le vaccin du chat, et on peut montrer la vie de l'écureuil ou de la mésange, qui sont passionnants. J'ai toujours eu des bons retours du public, mais ce sont les responsables des médias qui sont souvent des gens assez people, assez mondains, avec plein de préjugés. Les animaux, c'est bon pour les enfants. Et non, les gens sont passionnés par les animaux sauvages, donc rentrons. Alors comment rentrer, pardon, je vous invite tous. Il faut se mettre à la place des autres et ça on a du mal. On a souvent une culture scientifique qui est à peu près le contraire de la communication. Un scientifique c'est exhaustif, ça rentre dans le détail, ça veut tout dire, et heureusement il y a des bons clients comme Georges, mais scientifique c'est pas toujours très rigolo. D'ailleurs dans la langue française, dire c'est sérieux, ça veut dire c'est fiable. Donc si on n'est pas sérieux, si on fait des blagues comme moi, on a l'air de pas être fiable. Donc il y a un petit problème avec ça, et je pense vraiment qu'il faut concerner le public, dire aussi des choses qui sont un peu joyeuses de temps en temps, et concerner en parlant de ce que les gens ont envie de savoir. Donc je me suis aperçu que nos préoccupations naturalistes n'étaient pas celles de tout le monde. Des fois on chipote sur des détails de sous-espèces et de machins dont personne n'a rien à faire. Donc il faut aussi se mettre dans la tête des autres. Et moi j'ai eu 2 grandes écoles, c'est d'être rédacteur en chef d'un journal pour enfants qui s'appelait Hibou. Et c'est une bonne école de communication, les enfants, parce qu'on est obligé d'écrire gros, donc avec très peu de signes, donc être très clair, très incisif, dire les choses en 2 mots. Et ça, c'est une très bonne école. J'ai aussi bossé avec De Chavannes sur TF1, c'est pareil. Dès que je m'écartais sur des préoccupations qui n'étaient que naturalistes, je voyais dans ses yeux qu'il fallait aller ailleurs. Donc c'est des bonnes écoles de communication. Et je pense que c'est une des clés, c'est-à-dire de parler un peu le langage de tout le monde et de raconter aux gens ce qu'ils peuvent voir eux-mêmes, qui se réapproprient leur patrimoine naturel, qui s'intéressent à nouveau aux mésanges, aux papillons, parce qu'aujourd'hui, on sait que les enfants savent tous les logos des marques industrielles, mais ne savent pas reconnaître un pan du jour d'une petite tortue, et c'est un peu dommage. Donc effectivement, je te rejoins, éduquons les enfants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très fier de voir des gens qui me disent « j'ai lu Hibou, ça m'a aidé, etc. C'est grâce à vous. » Et voilà, c'est toujours émouvant. Voilà, je reste, j'ai pas dépassé. Merci Marc, bravo, super, bravo. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Yves. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de le présenter, sinon pour moi, c'est un pilier des JNE, et puis c'est aussi un poète de la nature, il raconte des choses absolument superbes. Donc Yves, c'est à toi. C'est à moi. Je suis né, moi, en 1945, et j'ai connu l'école primaire dans le hameau où je suis retourné vivre. Et le rapport que les habitants de ce hameau de montagne, à 1300 mètres d'altitude, avaient avec les animaux, était un rapport assez simplifié. Il y avait des animaux qui servaient à quelque chose, des animaux dits utiles, c'était marqué comme ça d'ailleurs dans les livres de classe. Alors c'était ceux dont on pouvait utiliser le lait, la viande ou la force de travail. Il y avait les animaux nuisibles, c'était les renards qui venaient voler les poules, grosso modo. Et puis il y avait les animaux qui servaient à rien, c'est-à-dire les animaux qui étaient loin, qu'on voyait de temps à autre, on ne savait même pas comment ils s'appelaient évidemment, mais on ne savait rien de leurs mœurs. Et cette simplicité-là allait avec une civilisation de pauvreté. Et c'est ce qui est encore le cas pour l'essentiel des humains aujourd'hui. C'est une civilisation qui est encore largement agricole et très pauvre. Et les relations avec les animaux sont toujours celles-là. Les utiles, les nuisibles, et puis ceux dont on se moque parce qu'ils ne servent à rien. C'est quelque chose qui m'est resté, cette mentalité-là. Après, j'ai essayé d'être un petit peu, moi, hors des clous. J'apportais des lézards à mon institutrice. J'avais 6 ans quand je lui ai apporté la première vipère vivante. Elle faisait des bonds de 1,50 m de hauteur. Et puis, j'avais
fait dans l'une des salles annexes de la petite classe qu'on avait, un véritable petit, à ma taille, muséum d'histoire naturelle où j'avais fait des collections de toutes sortes. Et j'ai voulu continuer ça, tout en réfléchissant sur ce qu'était ce monde, quel était notre rapport avec les animaux, mais aussi avec les plantes, parce que j'ai quand même un très gros péché mignon en faveur de la botanique aussi, hein, ils le disent. J'ai réussi à être ce philosophe, en tout cas j'ai essayé de l'être, et puis j'ai voulu voir le monde, et je suis parti pendant évidemment une vingtaine d'années avec Cousteau autour du monde. On a vu beaucoup de spectacles extraordinaires, et on a vu déjà beaucoup de destruction. On est devenu de moins en moins explorateurs et de plus en plus défenseurs de l'environnement, et défenseurs des animaux. Tout à l'heure, Alain, tu parlais du tigre qui a cette petite surface qu'on met en prison. On a eu très vite le même raisonnement avec les dauphins qu'on avait dans les delphinariums et ces animaux qui font 100 ou 200 km ou même davantage encore dans la journée et qu'on met dans un bassin de 20 mètres sur 25. Et donc cette dépense allant avec l'indignation qu'on a pu avoir avec la cocadise aussi dont on a parlé à la minute et toutes les catastrophes qui sont arrivées, ont fait de nous des défenseurs de l'environnement, et des défenseurs de la nature et des animaux. Mais j'ai, moi, voulu toujours garder une sorte de distance avec moi-même et avec le monde. Et je pense que c'est aussi une des clés pour qu'on arrive à s'en sortir, nous les humains. J'ai traité ça sous forme d'humour noir quand j'ai écrit « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». D'abord, je le pense un peu, et puis en même temps, même si je ne le pense pas tout à fait, je pense que c'est la façon de bien cadrer notre espèce sur la Terre qui nous permettra d'être assez en relation de distance avec nous-mêmes et donc de respecter ce qui n'est pas nous-mêmes ou ce qui n'est pas intéressant pour nous-mêmes du point de vue économique. Alors j'ai essayé d'avoir cet humour-là. Ça n'a pas trop mal marché. Maintenant, il faudrait simplement qu'on dépasse un peu l'humour et qu'on arrive dans le concret. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. On le voit tous les jours dans nos décisions. Mais ma formation de philosophe m'a aussi permis de penser qu'on est en effet très proche des animaux. On est des animaux, bien entendu. Toutes les découvertes récentes montrent que notre parenté étroite avec non seulement les grands singes, mais les dauphins qui sont intelligents, qui ont une conscience, etc. Et donc on a cette communauté-là. Et je pense aussi, et c'est là-dessus que je veux insister, j'essaye de le faire de plus en plus, qu'on oublie, quand on fait de l'écologie, un aspect essentiel des choses dans le monde animal et végétal d'ailleurs. On discute sur l'utilité des différentes espèces pour les différents écosystèmes, etc. Mais il y a un autre aspect, c'est que les animaux et les plantes d'ailleurs sont dans notre culture. J'essaye d'insister sur cet aspect-là. Nous sommes, depuis le début de notre civilisation, depuis toutes nos cosmologies, depuis nos premières inventions du roman des hommes et de la façon dont on s'imagine, en relation avec des animaux. Et j'essaierai de le dire tout à l'heure, nous avons, pour toutes les civilisations, une quantité d'espèces qui sont non seulement à côté de nous, quand elles le sont encore, et qui sont utiles pour notre équilibre dans nos écosystèmes, mais qui sont utiles dans notre culture. Nous ne pouvons pas envisager une seconde de comprendre la culture occidentale s'il n'y a pas tous les animaux des fables de La Fontaine. On ne peut pas envisager une seconde de comprendre la culture des Inuits s'il n'y a pas le mythe de Sedna et tous les animaux qui vont avec, et ainsi de suite pour toutes les cultures. Et je crois que la destruction que nous sommes en train de faire, nous les hommes, de la faune sauvage, de la flore sauvage, de la forêt, etc., des océans, c'est non seulement une destruction d'écosystèmes, c'est non seulement une destruction du vivant, une destruction des espèces, mais c'est aussi une destruction d'une grande partie de notre culture humaine, de nos cultures humaines. C'est une façon, nous égoïstes, adultes, de priver nos enfants d'une grande partie de leurs rêves. Et les animaux sont notre rêve. C'est pas seulement des espèces utiles, c'est pas seulement des espèces dont on a besoin pour toutes sortes de raisons, c'est des espèces dont les enfants ont besoin pour rêver, pour continuer à rêver, et pour moi c'est un aspect essentiel de la défense de la faune sauvage et de la flore. Parfait, bravo.
On va débattre maintenant pendant une vingtaine de minutes pour laisser 25 minutes à la salle pour les questions. Et en te voyant expliquer les choses, j'ai trouvé une question que j'avais l'intention de poser à la fin du débat, mais que je vais poser maintenant parce qu'en fait, tu as travaillé avec Cousteau, tu as parlé de l'océan, tu as parlé des dauphins, etc. Et moi, une des choses qui me choque actuellement, on ne parle pas beaucoup des animaux sauvages, de la façon dont ils sont traités, mais j'ai l'impression qu'on parle encore moins de ce qui se passe dans l'océan. Nous savons que nous sommes issus de l'océan, il y a une destruction massive, il y a des choses qui se passent au niveau de la pêche qui sont absolument scandaleuses, et on en parle peu. Donc pour moi, le sauvage, c'est aussi ce qui se passe au sein des océans. Donc si vous pouviez peut-être commencer à aborder le débat par là, et après on continuera. Voilà. Oui, ben, l'océan, juste en quelques mots, hein, je crois que c'est en 1976, avec Cousteau, on a fait une mission autour de la Méditerranée, qui a duré quasiment un an. On a fait des milliers de prélèvements qu'on envoyait des laboratoires dans le monde entier pour essayer de voir quel était l'état de la mer. Et enfin, pour moi, il en est résulté un livre que j'ai écrit qui racontait tout ça, qui s'appelait Méditerranée, la mer blessée. Et c'était en 1976. Et donc, on essayait de voir si la pollution était aussi grave qu'on le disait. Elle était grave, mais elle n'expliquait pas à elle seule la disparition, l'effondrement des populations de poissons, de dauphins et d'autres animaux qu'on voyait déjà en Méditerranée. On a compris ensuite que l'essentiel de la destruction, c'était les pollutions, marée noire, pollution amenée par les fleuves, pesticides, etc. C'est déjà un problème à cette époque-là, quelques années. Mais on a compris aussi que la destruction mécanique, le saccage, ce qu'on appelle le saccage, était en fait le principal responsable de la disparition des espèces sauvages en Méditerranée. Et en Méditerranée, par exemple, dans toutes les mers, c'est comme ça maintenant, on sait qu'il y a des lieux qui sont des endroits absolument décisifs pour la totalité de la flore et de la faune de la mer, et ces lieux sont très petits. C'est quelques bancs de plancton, c'est pour la Méditerranée l'herbier de Posidonie qui pousse entre 0 et 45 ou 50 mètres de profondeur sur les côtes. Et c'est ces bancs-là de vie, en quelque sorte, qu'on est en train de ravager, soit directement à grands coups de filets. Vous savez, le problème des filets monstrueux à l'heure actuelle qu'on déploie dans toutes les mers du monde et qui sont en train de bider littéralement l'océan. Et puis c'est aussi le fait qu'avec le mur de béton, simplement avec nos pelles mécaniques, avec le béton qu'on y coule dans ces endroits-là, eh bien, on fait disparaître l'herbier de Posidonie, qui est à la fois la pouponnière de la mer, le garde-manger de la mer, et aussi les poumons de la mer, puisque c'est là que se fait une bonne partie de la photosynthèse marine dans cet endroit-là et dans les bancs de plancton. Donc on avait caractérisé que le saccage, c'est le danger numéro 1, et que la pollution vient évidemment aggraver les saccages, parce que sur des milieux déjà abîmés, quand on ajoute quelques poisons, évidemment, l'effet de ces poisons est encore plus rapide. Merci. Alain, à toi. Oui, juste un mot peut-être pour tenter de positiver un peu. En ce moment et jusqu'au 17 septembre, je rappelle quand même qu'il y a une conférence au sommet à l'ONU qui vise à s'interroger sur l'avenir de la haute mer, c'est-à-dire pour celle qui n'est pas concernée par, on va simplifier, les eaux territoriales. Et c'est assez intéressant parce que ça porte sur la biodiversité de la haute mer. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça concerne notamment l'appartenance. Actuellement, le premier qui découvre est le premier servi. Il fait exactement ce qu'il veut. Et les fonds marins à l'heure actuelle qui sont exploités de plus en plus profond, de plus en plus mal, de plus en plus de façon destructrice. Et bien d'autres choses. Alors, on ne va pas résoudre le problème tout de suite puisque les congressistes vont se retrouver et ça serait peut-être en 2020 qu'on arriverait à réguler, à faire une proposition de régulation sur la haute mer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je voulais dire à propos de nature et culture, et ça, on en revient peut-être au débat. Mais tu l'avais évoqué au début. Pardon ? Tu l'avais évoqué au début de ton intervention. Nature et culture ? Oui. Ah, je me répète alors. Non, mais vas-y, creuse, parce que tu n'as pas détaillé. Je voulais simplement dire que moi, je me suis vraiment battu pour qu'on conjugue la nature et la culture, et le week-end prochain, ce sont les journées européennes du patrimoine. Et simplement, à chaque fois dans ces journées, c'est le patrimoine culturel, et singulièrement le patrimoine mobilier. Voilà, les bâtiments, etc. Le patrimoine naturel, alors, n'est pas pris en compte, alors que
Depuis 2014, en théorie, les journées du patrimoine doivent conjuguer l'un et l'autre, donc il est bon de le rappeler. Il y aura les parcs naturels régionaux, les réserves, les parcs nationaux, enfin, toute cette richesse formidable. Un mot aussi, puisque je prends la parole, je la garde 3 secondes. Je voulais vous parler d'une expérience douloureuse que j'ai eue au Conseil économique, social et environnemental, où dans le premier mandat, j'ai porté une saisine pour essayer d'intégrer l'animal dans le code civil. C'était le projet. J'ai demandé à des gens admirables qui étaient venus, je crois. Il y avait Jean-Claude Amezen, il y avait Maurice Héruini, il y avait enfin quand même des gens, il y avait des juristes, bon, qui sont venus témoigner, et au moment de la rédaction de la saisine, sur pression de la FNSEA, du MEDEF, des chasseurs et quelques autres, ce qui n'est jamais arrivé au 16, on a suspendu la saisine et on a voté contre, on n'a pas été plus loin. Et je dois dire que j'ai été extrêmement humilié, je le dis sincèrement, je me suis dit, est-ce que j'ai la dimension pour porter ce genre de choses? Comment peut-on faire quelques mois plus tard, par bonheur, dans une fenêtre parlementaire, l'idée de la sensibilité de l'animal dans le code civil a été reconnue. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça évolue, et c'est tant mieux, puisque le Conseil économique, social et environnemental, je vous le dis à tous, va générer une nouvelle saisine dans la section agriculture dans les mois qui viennent. Ça va démarrer en janvier pour réfléchir à nos relations à l'animal. Voilà, il y avait un mépris total il y a quelques années, pierre par pierre, c'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras, on avance, c'est le même conseil. Alors ils ont dit, ça ne sera surtout pas Bougrain-Dubourg qui sera rapporteur. Ça, je peux comprendre. Alain, il y aura tout un aspect, ce troisième débat autour de ces codes juridiques et ça. Je donne la parole à Julie, puis de la passerai après. Julie, bravo. Dans mon approche globale et dans le fait que je pense que l'homme est fondamentalement égoïste et que si on veut changer les choses, il faut partir de lui pour arriver à lui faire comprendre en quoi les choses l'impactent quand il s'y intéresse. Je rappelle que nous mangeons tous du plastique. J'ai contribué à des campagnes de publicité, notamment sur la pêche intensive, et des études ont été faites justement avec des prises de sang sur différentes personnalités qui montraient que nous avions tous du plastique dans notre sang, dû aux poissons, à tout ce que nous consommons, etc. au jour d'aujourd'hui. C'est une façon de s'intéresser aux océans et de comprendre comment, effectivement, ça impacte les choses. D'autre part, comment ça impacte les choses? Il y a également, dans cette approche globale, tous les bateaux de croisière qui relâchent des eaux de ballast, les eaux grises, qui contribuent à l'acidification des océans, qui contribuent également à ramener des espèces invasives et à amener à des tas de changements. Et quand j'étais à Bornéo, où on faisait une étude sur l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité, donc c'était basé essentiellement sur les orang-outans, les langues rouges et les gibbons, on était en saison sèche, et en plein milieu, dans une des dernières poches de la forêt primaire, sur 3 mètres, des zones complètement inexplorées, on creusait, on trouvait du plastique. Voilà, on est en pleine forêt primaire. Donc voilà, les continents de plastique, c'est notre responsabilité à tous. J'avais travaillé également avec Pronatura International et le Muséum d'histoire naturelle sur les dernières grandes expéditions Mozambique-Madagascar, pour montrer effectivement partout où on a des endroits où il faut agir. Et donc on s'est aperçu, on répertoriait, on cartographiait toute la biodiversité marine comme terrestre. Et on s'est aperçu que les cartes qui nous avaient été remises, en l'occurrence, je ne veux pas dire quelle est l'ONG locale qui nous a remis ça, et que ça ne correspondait pas. Rien ne correspondait. Les hotspots ne correspondaient pas. Des zones qui n'étaient pas répertoriées étaient des hotspots. On protégeait et on finançait à coups de milliards des endroits qui n'en avaient pas besoin. Et quand on a posé la question, quand on a fait la présentation à la fin, mais enfin comment se fait-il? Le responsable de l'ONG nous a dit que pour faire sa cartographie, c'était basé sur Google Earth. Voilà. Merci. Mais voilà, c'est juste pour dire, voilà, donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette approche globale pour qu'on ait une chance et une approche vraiment géopolitique pour que les gens se sentent concernés. Marc, à toi. Je voudrais vous redonner un petit peu le moral, parce que dès qu'on rentre dans les dossiers, il y a de quoi se flinguer, donc on le sait tous. Et je pense que justement, comme le sujet c'est communiquer,
on peut y arriver avec des images dures, on peut aussi y arriver en étant un petit peu plus positif. Je pense que ça fait du bien de temps en temps. Moi, mon arme de sensibilisation massive, c'est l'humour. Et je pense que ça marche parce que tout le monde aime rigoler. Et après, on peut dire des choses. Le succès du magazine La Hulotte, je pense, c'est aussi parce que c'était drôle. Et même des gens qui ne s'intéressent pas à l'écologie et à l'environnement, ils aiment rigoler. Donc, c'est une porte d'entrée qui n'est pas négligeable. Voilà. Je le dis parce qu'on n'est pas toujours très drôle. Je vais essayer de l'être un peu quand même. Donc, pas désespérer aussi sur le terrain, parce que bon, j'ai un certain âge. Quand j'étais gamin, j'aimais évidemment déjà les animaux. Pour voir un faucon cresserelle ou un héron cendré, c'était un événement. Il n'y en avait plus. Et il y a eu les lois de protection de 76, il y a eu des choses comme ça qui ont eu des impacts sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont des oiseaux qui sont devenus communs. Grâce à d'autres lois de protection, les castors, les babusards, les loups sont revenus. Il y a un retour du sauvage aussi chez nous, qui est en pleine expansion. Tout ne va pas mal. Je ne veux pas non plus dire le contraire de la réalité, mais tout ne va pas mal. Et c'est important de le dire aussi et de ne pas s'effondrer. Dès qu'on parle d'environnement, on s'effondre. Et à force d'être négatif, on est confondu dans la mentalité du public avec ce qu'il y a de négatif. C'est-à-dire qu'on est des emmerdeurs. Ah, l'écolo, il va encore nous défoncer le moral et on ne veut plus en parler. Donc il faut faire attention à ça. À pas se laisser aller à dire trop la vérité, ou y aller donner des bonnes doses, mais il faut dire la vérité, hein, c'est pas, je ne suis pas en train de dire le contraire, hein, mais il faut y aller doucement. J'ai fait une école de pub et on disait, vous vous adressez à des gens que ça n'intéresse pas et qui sont pressés. Donc il faut vraiment les concerner très vite, très fort, avec un mot-clé, une idée clé, un slogan, et c'est important aussi de communiquer, puisque c'est notre rôle de journaliste. Voilà, et aussi alors ça c'est un peu plus militant personnel, d'agir. Donc je reviens sur l'espace, ce retour de sauvage, il faut aussi le réaliser concrètement. Donc on fait des réserves qui s'appellent les réserves de vie sauvage, qui sont en libre naturalité. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Je suis très terrassonien, hein, François Terrasson, qui était un de nos éminents JNE, qui était lui, qui disait qu'on veut trop maîtriser la nature. Même les écologistes, on met des nichoirs à des oiseaux qui n'ont pas forcément besoin d'un immeuble, qui savent très bien faire leur nid eux-mêmes, et on ne peut pas s'empêcher de toucher à tout, même pour protéger. Et on n'a plus confiance dans la nature. On laisse un terrain libre et il se créera tôt ou tard un climat qui ne sera pas forcément une pullulation de vermine. Et il faut le savoir, ça c'est du discours de chasseurs, n'ayons pas les mêmes. Donc on fait des réserves où la vie sauvage a sa place, ça c'est très important. Donc voilà, c'est une petite autopromo sur l'espace. Encore une petite autopromo. Fin du week-end, on fait le Festiwide en Drôme. Il y aura notre ami Jacques Perrin, Francis Allais, François Sarano et plein de gens. Fin septembre, voilà, oui. Merci Patrick. Fin septembre, j'ai pas dit ça. Ah non, pas prochain, oui, je l'ai dit. Voilà, c'est dans la Drôme et vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Merci. Alors, ce qu'il faut dire aussi, par rapport à ce que tu as dit sur les espèces qui sont introduites, il y en a aussi certaines qui se maintiennent. Moi, j'ai observé que dans les palais de la République, les vautours sont toujours présents. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a la ruine à l'Assemblée, voilà. Ça c'est vrai. Bon, sur ce mauvais jeu de mots, ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole à la salle. Ça va être à vous les questions. Il y a un micro qui va circuler, et puis... Alors, je vais vous demander de vous présenter avant qu'on sache qui parle, d'où la question vient, et puis ensuite, les intervenants répondront en fonction des questions. Bonjour. Parlez fort devant le micro, c'est tout. Hurler. Oui, je crois qu'il va falloir hurler, effectivement. Ouais. Mettez-le bien sur la bouche. Oui, il est tout à fait sur ma bouche. Voilà, je me présente, je suis François Darlot, je suis le président du Rassemblement pour une France sans chasse. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, la chasse n'a plus sa place dans notre société du XXIe siècle, qu'elle est devenue donc nuisible. Et nous le démontrons. Bon, alors, je voudrais juste simplement faire part de mon expérience, puisque je tiens des stands dans toute la France sur différentes manifestations, que ce soit des salons bio ou des festivals comme le festival de Montier-en-Der par exemple. Et donc nous avons affaire à un public tout à fait varié, puisque dans les salons bio, souvent ce sont des gens qui ne sont pas très connaisseurs de la nature, qui viennent pour leur bien-être personnel, jusqu'à des salons, des festivals comme Montier-en-Der, où les gens sont tout à fait
avertis et sensibles à notre discours. Alors notre difficulté, c'est de concilier la radicalité et le réalisme. Hein. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas dire eh bien, supprimez la chasse et débrouillez-vous, ou on ne peut pas dire laissez la nature faire ce qu'elle a à faire et arrêtez tout, et laissez les animaux tranquilles. Il faut donc faire des propositions. Donc moi, mes deux remarques sont celles-ci, c'est que d'une part, il faut s'appuyer sur un argumentaire solide et construit, qui est accessible au public, que le public va pouvoir eh bien, assimiler et comprendre, et s'appuyer également sur des propositions. Alors nous, justement, au niveau du RAC, nous proposons un modèle de société qui permet de concilier donc la présence de la faune et le développement des activités humaines. Donc cette proposition de ce modèle de société, il devrait permettre donc une cohabitation harmonieuse avec la présence de la faune et les activités humaines. Il s'agit donc de donner des réponses à toutes les interactions. Je termine. Hein. Sur une question, s'il vous plaît, pour que tu puisses répondre. Ah, moi, c'est simplement... Non, mais moi il s'agit d'un témoignage. Ah, d'accord. Je demandais des questions. Je termine sur le témoignage en disant qu'il s'agit donc de donner des réponses concrètes sur toutes les interactions qui ont lieu entre la présence de la faune sauvage et les activités humaines. Donc dans le domaine agricole, forestier, les voies de circulation, la périphérie des villes, les villes, la santé, la sécurité. Si nous ne proposons pas un modèle, les chasseurs seront présents encore très longtemps. Voilà. Merci de votre attention. Alors, il y a des questions dans le fond là-bas. Si vous pouvez amener, il y a plein de mains qui se lèvent. Oui, mais voilà. Oui, alors, que des questions, hein. Parce que sinon, je vous envoie les chasseurs. Surtout pas qu'ils ricostent. Oui. J'ai pas besoin de micro, vous m'entendez? Ah, parfaitement. Bon, alors, donc, je me présente, Catherine Elayel, je suis présidente et cofondatrice de l'association Animal Justice et Droit. Donc j'ai une question, messieurs les naturalistes, vous n'allez pas être très contents. Donc en fait, je voudrais savoir si on devrait pas, vous ne pensez pas qu'on devrait revenir sur ce fameux concept de la nature, qui est un concept complètement, j'allais dire, théorique, qui a été créé par l'homme et pour l'homme, et qui finalement cache toutes les individualités qui s'y trouvent, et qui est devenu au jour d'aujourd'hui un fourre-tout. Alors oui, c'est dans la nature, au nom de la nature, et finalement, eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de complicité quelque part aujourd'hui des naturalistes? Parce que je vous dis, sous le terme de la nature, on met tout et n'importe quoi et on oublie les individualités. Et tout à l'heure, Alain, tu as dit finalement, quand je suis intervenue pour la catastrophe, voilà, tu as dit, je n'ai pas vu en fait des oiseaux, mais j'ai vu des individus. Et donc, ma question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir et un petit peu se détacher de ce concept de nature? Bon, c'est une vaste question, je ne crois pas. La nature est une approche, il y a d'autres approches qui s'imposent, mais ça m'amène à une réflexion, si on veut construire un peu dans notre rencontre aujourd'hui, c'est le constat qu'en fait il y a eu deux écoles. Il y a eu les amis des animaux et les amis de la nature. Les amis des animaux, c'était notamment ceux qui s'occupent des chiens dans les refuges, des bébés phoques, on m'a taxé d'amis des animaux. Et puis les amis de la nature sont les ornithos, c'est ceux qui veulent réintroduire le lynx, etc. Et le problème chez nous en France, c'est qu'on n'a pas réussi à conjuguer ces deux approches. Il a fallu beaucoup de temps. De mémoire, j'ai des souvenirs qui ont été quand même très constructifs. C'est tout ce qu'on a fait pour sauver les ours dans les Pyrénées, où je me souviens qu'il y a eu des cartes de la SPA, de la Fondation Bardot, etc. Et puis il y avait tous les naturalistes qui étaient là. Et puis il y a eu l'affaire des tourterelles dans le Médoc, où une année, tout le monde est venu, à la fois les naturalistes et les amis des animaux. Je crois que par bonheur, le fossé qui s'est dessiné se comble chaque jour davantage, et qu'au fond, les naturalistes qui avaient une approche un peu particulière des choses n'hésitent pas aujourd'hui à dire que il y a de la sensibilité animale respectable, etc. Et les amis des animaux s'ouvrent sur les réalités naturalistes.
Pour la petite histoire, ça ne résume pas ce que je viens de dire, mais à la LPO, on a initié un travail avec le Muséum national d'histoire naturelle et le groupe Mars sur la prédation des chats sur les oiseaux, mais pas que, les lézards, etc. On peut être ami des chats et ami des oiseaux. Comment on fait? Bien, ce sont des questions intéressantes et je crois vraiment qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'être différents. On a vraiment le devoir de s'unir les uns avec les autres pour porter le combat nécessaire du respect du vivant, tout simplement. Merci Alain. Est-ce que l'un d'entre vous Oui, ça rejoint ce que je suis en train d'essayer de dire en ce moment sur Facebook, parce que quelque chose m'énerve au plus haut point, c'est de voir de quelle façon les écolos, qui sont écologistes pour des motifs très divers, certains c'est tel animal, d'autres tel autre, d'autres le milieu en entier, d'autres les questions d'énergie, d'autres les questions de pollution, etc., n'arrivent pas à faire front commun. Ça fait au moins 30 ans qu'on le dit, et même peut-être davantage. Comment est-ce que nous n'arrivons pas, nous qui sommes très nombreux, à pouvoir concurrencer sur le terrain de la médiatisation et donc de l'influence sur les décideurs, des groupes comme les chasseurs ou comme d'autres. Ça reste encore un mystère pour moi et j'essaye de le voir maintenant d'une façon éthologique, en regardant le comportement. Chacun a son petit domaine, chacun pense que le petit domaine auquel il pense est le plus important de tous. Et sitôt qu'un écolo voit un autre soit venir empiéter un petit peu sur son domaine, soit mettre en avant quelque chose qui à ses yeux n'est pas vraiment intéressant, eh bien c'est un tombereau d'injures. Mais des injures sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Et ça c'est quelque chose qui me fait mal, parce que nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas capables de faire un front commun de tous ceux qui s'intéressent à la nature et à l'homme pour arriver à imposer quelques-unes des mesures qui nous semblent indispensables. Merci. Je vais être rapide. Moi, le mot nature me dérange pas, c'est vaste, ça englobe aussi l'imaginaire, c'est énorme la nature et on est dedans. Enfin bon, c'est pas ça qui me dérange, moi c'est plutôt le mot biodiversité qu'on entend partout, même dans le discours des protecteurs de la nature et qui a remplacé, qui est terriblement technocrate, ça fait très sérieux, mais on oublie la nature justement et vraiment ça me choque pas. Enfin, on pourra en reparler, Catherine, mais pour moi c'est pas le problème essentiel. Voilà. Julie? Moi je pense qu'en fait il y a une approche. Je pense que d'abord il faudrait peut-être démystifier certaines choses et parler effectivement, on peut se permettre un anthropomorphisme quand il y en a un, et peut-être parler plus de la réalité des comportements, des sentiments des animaux. C'est une approche que les gens peuvent comprendre, qui est positive, pour démystifier la chose. Sur le loup et les tirs de loup par exemple, il serait intéressant peut-être de se poser les bonnes questions que j'ai posées à Nicolas Hulot et à d'autres membres du gouvernement, et qui m'ont dit « Ouh là là, on ne peut pas dire ça tout, on va avoir 3000 brebis sur les Champs-Élysées ». La question que je leur ai posée, je leur ai dit « Mais le vrai problème, puisqu'il existe aujourd'hui des solutions non létales contre les tirs des loups en fait, qui sont soi-disant destinés à éradiquer des loups qui tueraient des brebis, il est prouvé que ça ne fait qu'aggraver les tueries, jusqu'à 46%, puisque les loups vivent un groupe social avec un mâle et une femelle dominante, alpha, et que dans 9 cas sur 10, pour défendre les autres, ils vont se mettre en avant, c'est eux qui vont être tués, ça va désorganiser la meute, etc., etc. Donc ça ne va que faire qu'aggraver les choses. La vraie question à se poser, par exemple dans le cadre des loups, et qu'il faudrait poser, c'est d'abord informer sur la réalité de leur comportement et poser la vraie question des subventions qui vont jusqu'à 13 fois le prix d'une brebis. Et je leur ai dit, je pense qu'une très bonne façon d'éradiquer les problèmes avec les loups en France, en 24 heures, on paye à un éleveur qui a perdu une de ses brebis, que très souvent il laisse délibérément gambader pour qu'elle se fasse choper par le loup parce qu'elle est trop vieille. On le laisse, on lui paye exactement le prix qu'un autre éleveur ou que l'abattoir lui aurait payé. Et je pense qu'en 24 heures, on éradique le problème. Voilà. Dans toute l'Europe, on a éradiqué ce problème-là. Oui, je vais me faire des amis encore, mais j'ai l'habitude. J'ai une foule d'amis. Mais voilà, dans toute l'Europe, on a réussi à faire baisser les attaques de loups de plus de 90% avec des moyens non létaux. En Espagne et tout, dans des villages d'éleveurs, dans le parc... Dans le parc du Yellowstone, on a montré que l'éradication des loups était une catastrophe écologique et on l'a réintroduit et on a montré tout son rôle écologique. Je pense qu'il faut faire connaître ce qui est méconnu, c'est le rôle écologique et l'intérêt. Chaque animal a une utilité, une fonction. Quand je dis ça, en même temps, c'est
parler de ses sentiments également, de son comportement, etc. Et sortir aussi d'une approche, on va dire, matérialiste et utilitariste de l'animal, où aujourd'hui la nature devient un bien de consommation qu'on gère comme des flux de traders effectivement de la nature. Voilà. Très bien. Alors, notre vétérinaire se terrasse. Mais c'est vrai que sur Yellowstone, c'était des images extraordinaires, y compris le cours des fleuves qui était modifié. Enfin, c'était un truc très étonnant. Et ça a impacté l'économie également. Voilà. Juste une chose à propos des attaques sur brebis. J'avais dans les années 85-88, dans le cadre de ma thèse, voulu assister déjà, première chose, aux autopsies qui étaient réalisées par, soi-disant, des brebis victimes de la prédation du lynx. Et en fait, quand on s'apercevait comment étaient faites les autopsies, je dois dire que la méthode était très loin de la méthode qu'on nous enseignait dans les écoles vétérinaires, et qu'assez vite, on concluait que le lynx mangeait foie et cœur, sans même regarder si le cœur était toujours ou non présent. Première chose. Deuxième chose à laquelle je voudrais revenir, j'avais aussi mis en parallèle les attaques sur brebis avec en fait les périodes de l'année. Et certaines attaques de brebis, on s'apercevait, correspondaient exactement aux périodes de vacances de certaines zones. Et donc, il était facile de se poser la question, est-ce qu'il ne s'agissait pas de chiens errants ou de chiens de parisiens ou autres vacanciers qui éventuellement, ou de chasseurs, qui éventuellement pouvaient créer une certaine terreur dans certaines bergeries. Et tout le monde sait que si les moutons commencent à avoir peur, ils vont se ruer dans un endroit, soit au fond de la bergerie et mourir, soit éventuellement sauter d'une falaise ou des choses comme ça. J'ai eu l'occasion dernièrement de pouvoir me réintéresser au problème du loup et des attaques de prédation. On retrouve exactement des parallèles similaires, difficulté de se procurer les autopsies, et d'autre part, quand on arrive à avoir quelques autopsies, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui clochent d'un point de vue en fait méthodologie. Donc ça c'est important. Le problème d'indemnité est un problème qu'on rencontrait déjà il y a 30 ans avec les brebis, où ce problème avait été soulevé, puisque il y a 30 ans, bien sûr, il y avait au niveau des éleveurs un remboursement. Et puis, dernière chose, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, il y a 30 ans, les éleveurs s'opposaient, pacifiquement quand même, oralement. Ce qui, moi, me choque, à l'heure actuelle, c'est que maintenant, les éleveurs s'opposent avec des fusils. Et ça, c'est un gros problème pour moi, parce que je me dis, en 30 ans, n'aurait-on pas régressé, justement ? Merci. Tu dis deux mots et puis après... Deux mots. Voilà, un rapport m'a été demandé par un ancien ministre et que j'ai présenté également à Nicolas Hulot sur les tirs des loups. Il faut savoir qu'il n'y a que 15% des attaques qui sont imputables aux loups. 60% des attaques sont au bénéfice du doute attribuées aux loups. Pourquoi ? Parce que si c'est les chiens errants, vous ne touchez pas de subvention. Si c'est le loup, vous touchez une subvention. Et il y a un rapport de la Cour des comptes de 2004 ou 2006 qui justement souligne tout ça et qui dit que le loup a bon dos. Donc voilà, je pense que c'est une question très soulevée. Alors, là, oui, vous me présentez, madame ? Oui, le micro ne fonctionne toujours pas, mais je pense que tout le monde... On vous entend, on vous entend. Oui, non, mais c'est pas la peine de l'approcher ou de... Il ne fonctionne pas. Sauf quand les orateurs sont en train de parler, mais c'est pas grave. Allez-y. Oui. Je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Éducation éthique animale et qui travaille à l'introduction de l'éthique et de l'éthologie dans les programmes scolaires. Très bien. D'ailleurs, nous travaillons avec des spécialistes, dont certains qui sont présents ici et que je remercie vivement, puisqu'il y a effectivement Manuel qui est à la table et donc M. Chapoutier. Voilà. Donc nous travaillons effectivement, j'allais dire, sur l'essence même effectivement de ce qui peut se passer, mais pour le futur. Or, le timing là, il est à mon avis beaucoup plus resserré dans la mesure où on a une vraie urgence climatique et que on a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que, a priori, tout le monde sait très bien que de toute façon, même si on arrive à réagir dès maintenant, on ne pourra plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne pourra que freiner effectivement les effets du réchauffement climatique. La question. Justement, j'y viens, c'est quel timing est-ce que vous avez en tête et quel timing vous avez à envisager pour qu'on puisse effectivement faire quelque chose.
hier. Il nous reste 10 minutes, hein, mais bon, peut-être un peu. On n'est pas responsable. Oui, vas-y. Yves, 2 minutes. Bah, le déclin, je ne sais pas si on en rira. Si on se fait disparaître, de toute façon, ça ne sera pas la fin du monde. Ça ne sera même pas la fin de la Terre, ça ne sera pas la fin de la vie sur la Terre. À la fin de l'ère primaire, il y a 250 millions d'années, des volcans ont fait un effet de serre, ont causé un effet de serre monstrueux. La température a augmenté de 10 degrés au moins en moyenne sur la Terre. Et il y a eu 90% des espèces qui ont disparu. Mais 5 millions d'années après, il y avait une variété, une biodiversité, pour employer un mot que j'aime pas non plus, qui était au moins équivalente à la précédente. Donc, si on se fait disparaître avec 90% des espèces, ça ne sera pas la fin de la vie. À la fin de l'humanité disparaîtra bon débarras. J'avais imaginé que parmi les survivants, il y aurait précisément les pieuvres, les calmars, animaux intelligents dans la mer, qui seraient capables de créer une nouvelle civilisation intelligente. Et ils créeraient en quelque sorte des scaphandres à l'envers pour venir sur la terre ferme et à l'air libre, pour étudier les civilisations idiotes qui avaient fait des villes aussi grandes mais dont il ne restait que des ruines. Et ça serait quelque chose de très intéressant sur le plan de la science-fiction. Maintenant, pour parler plus sérieusement, je pense qu'on doit avoir l'esprit ouvert pour parler de façon globale. On parle des loups, il faut les admettre, on parle des ours, j'espère qu'on va réintroduire ceux qui sont prévus, c'est pas gagné. Bon, peut-être, hein, c'est pas gagné du tout. Et puis aussi sur les espèces qu'on dit invasives, moi j'ai quand même une opinion qui est différente de celle de beaucoup. Je considère que c'est les hommes qui sèment la zizanie dans la biosphère, c'est eux qui amènent des espèces invasives, on dit qu'elles sont invasives et qu'elles sont nuisibles au reste de la biodiversité. Il va se rétablir un équilibre. Il faut qu'on le gère maintenant. De toute façon, on ne changera pas le fait qu'on a apporté des plantes de toutes sortes dans tous les pays qui venaient d'ailleurs, et pareil pour les animaux. On doit avoir la même tolérance vis-à-vis de cette biodiversité nouvelle que celle qu'on doit avoir vis-à-vis de ceux qui sont en train de souffrir parmi les hommes, qui sont les migrants, et notamment ceux qui sont condamnés à partir de chez eux pour des raisons de réchauffement climatique. Voilà. Je pense que la tolérance, c'est le moyen de s'en sortir. J'en vois pas d'autres, à vrai dire, à l'heure actuelle. Merci. Comme il faut un peu d'humour dans le débat, je rappellerai ce que disait Pierre Dac, qui disait « Il faut arrêter de changer les pansements, il faut penser le changement ». Alors pour les délais, les climats, au niveau du climat, c'est 20 ans. Hein, c'est catégorique pour inverser la courbe. Oui. Oui. Il y a une manif demain, voilà. Oui, il y a une manif demain, justement, je voulais très vite poser ma question. Ma question d'abord, du coup, est-ce que vous ne pourrez pas faire que tous les ONG qui ont fait un appel là récemment pour le climat, pour prendre des vraies mesures, ne pourraient pas se mettre ensemble pour travailler avec M. Blanquer pour l'éducation? Moi j'ai été instituteur et c'est vrai que c'est la racine des choses. Sinon il y a trop de problèmes. Ouais. Blanquer, c'est pas le pire. Et Najat Vallaud n'a pas démérité. Ils ont commencé à amorcer l'intégration. Non, mais je ne dis pas du mal de M. Blanquer pour l'instant. Non, mais... Ni après, d'ailleurs. Vous n'êtes pas présenté, vous êtes qui? Oui, je suis Jean-Baptiste, je suis activiste pour la paix, l'environnement, le social. J'ai fait plein de manifs. Lui, c'est du lourd. Hein. Petit mort, il lâche pas. J'étais hier pour la psychiatrie. Pour la psychiatrie, avec des grands panneaux colorés qu'on voit partout, mais c'est pas moi qu'on voit, c'est les peuples humains et animaux dans tous les siècles pour lesquels je me bats et qui désirent pour nous un monde meilleur pour toujours. C'est du lourd, mais il veut quand même bosser avec un ministre. Parce que je pense que, comme dit quelqu'un, il y a toujours du bien, même dans n'importe qui, même dans les animaux, ont beaucoup de... Alors, avant de dire encore ma question, j'aimerais citer Théodore Monod, que j'adore. Je pense souvent à lui, qui disait « Les animaux nous aident à vivre et nous sauvent ». Et souvent, je cite cette phrase dans la rue aux gens qui ont des chiens. Enfin bon. Voilà, vous voyez donc tous ensemble les ONG agir avec Blanquer, parce que la racine c'est vraiment, j'ai été instituteur longtemps, j'ai arrêté parce qu'il y avait urgence, donc je me suis mis activiste à plein temps. Et voilà, vraiment agir au niveau des écoles, je sais que le BBR fait des choses au niveau des écoles, je sais que mais vraiment agir là-dessus, parce qu'on voit bien même que le lobby de la chasse fait des interventions dans les écoles, c'est dénoncé d'ailleurs. Oui, voilà, dans le métro, d'ailleurs, la LTO l'a bien dénoncé aussi. Donc voilà, cette question, c'est par rapport à l'éducation. Si toutes les ONG pourraient faire un travail en commun avec M. Blanquer, c'est vrai que là, on est dans l'urgence, en même temps, il ne faut pas trop dramatiser. Mais bon, et là, donc, juste pour demain, j'y serai pour le climat. Et j'organise une 7e marche contre le glyphosate, mardi à 12h. Rendez-vous à 16h à d'Enfer Rochereau, avec une position de délégation, il y a une page Facebook. C'est ma 7e marche, on va insister pour le bio. Et juste un dernier mot, je suis en liaison avec Muriel
Arnald de Wine Voice. Elle prépare un grand rassemblement pour juguler la chasse et à terme l'interdire le 13 octobre. J'ai commencé à faire une page en soutien sur Facebook aussi, parce que ce qu'elle fait, c'est adorable, comme tous ceux qui sont là d'ailleurs. Je vous remercie. Voilà, ma question, c'est sur l'éducation. Merci. Alors, je vais les laisser répondre, et puis après, il y aura une possibilité d'une question. Même pas? Ah non? Non, ah ben, juste la réponse. Je suis désolé, il y a plein de mains qui se lèvent. Une réponse par rapport au fait de travailler avec... Franchement, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Je crois qu'on a répondu et c'est une occasion de rendre hommage aux associations qui s'investissent à plein temps dans cette démarche. Il y a les CPN, il y en a d'autres, les graines, etc., qui font un travail d'éducation à l'environnement tout à fait remarquable. Et le maire l'a dit, il y a aussi des actions qui sont faites dans les cantines, autour du bio, etc. Il y a des choses très intéressantes qui se font actuellement. Il y a les chasseurs, il y a tout ça. Oui, mais ça, si vous voulez, on en parle au débat juste après la pause. Parce que c'est l'élevage, ça. Alors, merci messieurs, madame. Merci beaucoup. C'était passionnant.